Je vous remercie, mesdames, messieurs, chers confrères, monsieur le directeur de l'URPS Pharmaciens Île-de-France. C'est un grand plaisir pour moi et un grand honneur d'être invité à vous parler de l'éthique du pharmacien d'officine au regard de vos nouvelles missions et notamment la mission de prescription. Alors, comme l'a précisé monsieur Guillet, mon appartenance à l'Académie de pharmacie et à la commission éthique que j'ai la chance de présider en ce moment est telle qu'un bon nombre de références bibliographiques que j'utiliserai émanent de notre commission, de rapports que nous avons publiés qui ont été validés par l'Académie, mais néanmoins la présentation que je fais ce matin n'est pas une présentation de la part de l'Académie, mais à titre individuel. J'utiliserai également des références bibliographiques du Comité consultatif national d'éthique, dont le président est Jean-François Delfraissy, et qui émettent régulièrement des rapports que nous utilisons pour l'écriture et toutes nos réflexions éthiques. Et puis, dans le cadre de cette présentation, je n'ai aucun lien d'intérêt. Alors, le fil conducteur que je voudrais suivre pour cette réflexion, je vous le propose en 3 volets. Un volet introductif, puis un volet sur les enjeux éthiques pour le pharmacien d'officine dans le cadre de cette nouvelle mission de prescription. Et je prendrai un exemple qui est la vaccination, donc sujet vraiment qui est bien à l'ordre du jour. Alors dans cette partie introductive, je voudrais rappeler les 30 ans d'évolution du métier de pharmacien. Le pharmacien des années 90, vous le savez mieux que moi, n'a plus rien à voir avec le pharmacien des années 2020. Au fur et à mesure, ce sont des offres de services pour le patient qui font que vous êtes devenus vraiment des pharmaciens cliniciens à l'officine et dernièrement avec votre nouvelle mission de prescription. Dans les années 2010, donc, avec la loi HPST, eh bien, le pharmacien, on a vraiment réacté son engagement dans le parcours de soins au travers des entretiens pharmaceutiques, de l'éducation thérapeutique patient. Et puis, on a parlé après de pharmaciens référents, correspondants, même si les textes sont apparus plus tard. Et puis, la loi Organisation-Transformation du système de santé de 2019, définitivement, ancre le pharmacien d'officine dans l'exercice coordonné et lui confie de nouvelles missions dont on va parler. Il est intéressant de voir que finalement, les transformations sont actées avec des cycles de 10 ans. On est année 2009, année 2019. Et puis si je repars en arrière, il y a une vingtaine d'années, eh bien, c'était la loi droit des patients qui ne figure pas là sur ce slide et qui parlait du patient, qui est passé patient usager du système de santé. Donc pour des raisons de rapidité, parfois je parlerai de patient, mais c'est bien un patient usager du système de santé qui a été acté il y a une vingtaine d'années. Alors, premier enjeu éthique, alors, autre sujet, en éthique on parle beaucoup de contexte, on a un contexte avec l'arrivée du numérique depuis plus de 20 ans, et puis un contexte de désertification médicale, et c'est ce contexte de désertification médicale qui fait qu'il y a vraiment besoin de renforcer l'offre de soins. Et premier enjeu éthique, c'est le but est de diminuer les inégalités d'accès aux soins. Alors, dans cette partie introductive, je voudrais repositionner cette nouvelle mission de pharmacien prescripteur. Je ne peux absolument pas la dissocier de la mission pharmacien dispensateur. En 2020, 2020 s'entend 2020-2023, alors en France, qu'en est-il? La prescription s'entend prescription médicale, prescription au cabinet du médecin pour des produits listés. On va confier au pharmacien cette prescription et je pense qu'on ne peut pas, il faut absolument ajouter un qualificatif à cette prescription car elle n'est pas du même ordre que la prescription ni au cabinet médical. Alors, j'ai distingué 2 types de prescription. La prescription qui serait totalement indépendante et qui ne dépend pas au moment de la prescription d'un regard médical. Et là, je prends le cas de la vaccination. Alors, dans tout ce dont je vais parler, je ne vais pas forcément être dans la juste mesure par rapport aux décrets d'application, aux arrêtés qui auront été publiés ou pas publiés. Je suis plutôt sur
les généralités, donc la vaccination qui vous incombe maintenant, avec une prescription indépendante, mais je crois qu'il y a un arrêté qui est en voie de diffusion et de publication. Je voudrais différencier cette prescription indépendante pour la vaccination de la prescription que j'appellerais plutôt encadrée et subordonnée au fait que le pharmacien d'officine va devoir appartenir à des soins coordonnés, que ce soit par le biais avec les CPTS. Et du coup, les prescriptions que vous aurez à faire, et une première liste a été édictée, la rhinoconjonctivite, les polyacuries, l'odynophagie, etc., sont sous la dépendance, en fait, de prescription, d'un regard médical, qu'il soit regard médical direct ou bien édicté par les protocoles, les arbres décisionnels que vous ont livrés les agences et les institutions. Et puis, il y a également les prescriptions de tests de dépistage, TROD, suivies d'une dispensation conditionnelle. Et là, vous l'avez bien vécu pendant ces 3 années Covid, que sur la première slide, j'oubliais de rappeler, ces 3 années Covid, où vraiment, dans votre fonction et votre profession, le pharmacien d'officine a loin de là pas démérité et a certainement, vous avez, malheureusement, cette pandémie ou heureusement, vous apporté en tout cas beaucoup de crédit. Et à juste titre. Alors, pourquoi je rappelais ces nouvelles missions de prescription? Mais ce que je voudrais dire, c'est que depuis longtemps, pour moi, si l'on s'en remet aux prescriptions des dictionnaires Larousse-Robert, qui sont, la prescription, c'est finalement émettre un ordre, le formuler et avec précision, eh bien, vous êtes déjà des prescripteurs, même si vous n'êtes pas des prescripteurs de produits listés. Vous êtes des prescripteurs dans le conseil, vous êtes des prescripteurs dans tous les actes de prévention, vous êtes des prescripteurs en santé sexuelle. La contraception orale d'urgence depuis 20 ans est un excellent exemple de prescription. Vous renouvelez, vous ajustez, vous substituez des traitements, que ce soit pour les génériques, l'hybride, les biosimilaires. Et là, vous êtes bien des prescripteurs, ou bien, et sans compter la dernière évoquée sur ce slide, qui est la situation d'urgence, où là, sans compter, vous êtes bien des prescripteurs dans des situations où vous avez fait l'analyse que vous ne pouvez pas faire autrement que de dispenser un produit. Donc pour moi, vous êtes déjà des prescripteurs de médicaments, de soins, de tests, d'orientation vers un autre professionnel de santé, avant que la profession fasse évoluer vos missions, nos missions. Alors, ce modèle de dispensation, il évolue pour moi d'un modèle séparé. Progressivement, il évolue, il va évoluer, et on va voir peut-être de plus en plus que sera la prescription dans 10 ans, d'un modèle séparé, la prescription au cabinet médical, la dispensation à l'officine, vers un modèle depuis la loi OTSS, que j'abrège, un modèle que j'appelle 2 en 1, où progressivement, prescription et dispensation s'effectuent sur cette même unité de lieu qu'est l'officine. Donc finalement, cette réglementation, cette évolution des missions vous donne plus de droits, vous donne certainement plus de devoirs, il n'y a plus de... Ah voilà, non, pardon. Alors, normalement... L'écran s'était noirci, D'accord. Plus de droits, plus de devoirs vis-à-vis de vous-même, mais aussi de votre équipe, des patients, des autres professionnels de santé. Plus de responsabilités, mais de quelle nature? De quels enjeux éthiques il s'agit pour le pharmacien? Alors, avant de les reprendre plus en détail, je voudrais les lister avec vous, et puis on verra que je ferai 2-3 généralités sur l'éthique avant de les reprendre. À ce jour, j'en ai listé de 4 natures, mais je serais très heureuse d'avoir votre retour, parce que c'est vous qui avez le vécu à l'officine. L'enjeu de la relation patient-usager d'un système de santé avec vous, le pharmacien, votre équipe. L'enjeu de la formation initiale et continue que vous avez à suivre, autant pour des formations de nature scientifique et d'expertise, de technicité, que dans l'information et la communication que vous allez faire passer à la patientèle. Un enjeu vis-à-vis des relations en interprofessionnel et au sein de l'équipe officinale. Et puis un dernier enjeu que je qualifierais autour du fait que vous avez à conduire une entreprise privée et que le bien que vous vendez, le bien, est un bien en santé et ce n'est pas un bien comme un autre.
Donc, est-ce que ce nouveau modèle de prescription consolide ou pas la nature de ces enjeux éthiques qui, je le rappelle, existaient très probablement même avant d'avoir officialisé cette notion de prescription. Alors, avant de les reprendre, je voudrais parler du questionnement éthique. Pourquoi est-ce qu'on se questionne éthiquement ? Eh bien, c'est parce que les uns les autres, nous attribuons des valeurs de bien, de mal, de juste ou d'injuste qui ne sont pas les mêmes pour les uns et les autres. En d'autres termes, le CCNE, Comité consultatif national d'éthique, dans son avis 140, dit tout simplement, dans son avis qui concerne le repositionnement du système de soins, que faut-il faire pour bien faire ? Comment faire pour que dans une situation que vous vivez à l'officine avec une patientèle, un patient, un usager, comment faire pour que le moins mauvais, le moins mal ou le moins injuste, avec des tensions ou des dilemmes, s'applique ? Mais à ce niveau, il faut dire que l'éthique, donc dans cette situation particulière, ne se réduit pas à la morale, à la déontologie, ni même au rapport à la loi, car par différenciation avec la morale, et on pourra y revenir peut-être, positionne les valeurs de façon universelle, selon des principes immuables, alors que l'éthique, avec l'éthique, on est dans une situation bien particulière, qu'on ne peut pas généraliser, qui est avec un individu. Alors, les principes éthiques, dans l'éthique, on recourt à des principes. Les premiers ont été édictés par deux Américains, Beauchamp et Childress. Alors, l'écran s'éteint régulièrement. Voilà. Beauchamp et Childress, qui ont émis ces principes, et ces principes ont été traduits dans les années 2008 en français, donc diffusés en France, et ils sont au nombre de 4 principes, princeps, si je puis dire: l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. Puis, progressivement, s'y sont adjoints d'autres principes de vulnérabilité, de dignité, d'intégrité, de solidarité que vous connaissez. Alors, est-ce que ces principes sont hiérarchisés ? Parce que finalement, quand on a des tensions et des dilemmes éthiques dans une situation particulière, c'est que les uns et les autres, nous avons hiérarchisé nos principes et nos valeurs à un niveau différent. De tradition anglo-saxonne, c'est plutôt le principe d'autonomie qui est hiérarchisé en premier, alors que nous, en France, par tradition, nous hiérarchisons en premier les principes de bienfaisance et de justice, tout simplement du fait de avec la généralisation de la sécurité sociale et au nom de la solidarité. On voit là qu'il y a bien une tension entre l'importance du respect de l'autonomie des personnes et puis la réalisation d'un bien selon une justice pour tous. Mais s'agissant d'autonomie, on voit également que même si la tradition en France était la bienfaisance et la justice, l'autonomie est revenue... Alors je ne sais pas comment faire... Voilà. On a beaucoup reparlé d'autonomie avec la loi droit des patients en 2002, le droit à l'information, on va y revenir. Et cette autonomie, il ne faut pas faire une fausse interprétation de ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une autonomie qui serait que pour la personne. En fait, être autonome, c'est bien être libre avec les autres et non contre les autres. Et on parle plutôt d'autonomie relationnelle dans ce cas, au nom du principe de solidarité. Alors, je vous disais que le fil conducteur dans sa deuxième partie, ça serait de reprendre ces enjeux éthiques, et je voudrais commencer par l'éthique dans la relation du patient, usager du système de santé, avec... Décidément, il y a... Allez-y. Oui, vous m'entendez ? Oui, mais là, ouais. Effectivement, on a des coupures très régulières ici d'écran, mais voilà. Sinon... Oui. C'est peut-être ce que je vais faire. Ouais, parce que franchement, ici, vous avez une vue imprenable, celle que, d'ailleurs, nos invités ont. Voilà, vous serez pas mal ici. Là, ça ne coupe jamais. Voilà. Très bien. Le micro, par contre, je ne peux pas vous le garantir. Alors, cette loi droit des patients de 2002, de mars 2002, a érigé au rang des principes le droit à l'information. Une information validée, fiable, en échange duquel le patient émet un consentement dans le soin.
Mais comme dit l'avis 137 du CCNE, eh bien, l'accompagnement et la relation ne sont pas inscrits dans le droit, contrairement à ce droit à l'information, et sont tout aussi importants pour le respect de la personne. Comment faire donc pour que, dans votre quotidien, les principes d'autonomie et de bienfaisance soient réellement atteints? Et on sait que trop de respect par trop d'attention à l'autonomie mène souvent à de l'indifférence, qu'on peut même qualifier parfois d'insensible ou d'égoïste, et trop d'empathie, de bienfaisance, peut être aussi infantilisant. Comment faire pour bien faire? Nous sommes dans cette éternelle tension éthique. Alors les enjeux du nouveau modèle que vous avez à vivre au quotidien et que vous vivrez de plus en plus, aussi diagnostic, prise en charge, prescription, dispensation, dans l'officine. Oui, alors, écoutez, prenez le mien. Je ne suis pas persuadé qu'il fonctionne mieux, mais on va croiser les doigts. Hein. Est-ce que ce nouveau modèle modifie la nature de ces enjeux éthiques? Et comment apporter une vigilance accrue à la relation compte tenu de ces unités de lieu, de temps d'action qui sont éventuellement différents? Alors, dans tous les cas, l'approche, elle est centrée patient usager du système de santé, même si par votre formation, notre formation, nous avons peut-être été plutôt formés à centrer notre approche sur les thérapeutiques, dans le cadre d'une dispensation. Le tout est d'obtenir de toute façon avec le patient une décision partagée. Alors, deux concepts que je verrai dans cette relation patient-pharmacien, c'est souvent en éthique, autour des principes et des valeurs, on parle du contexte, mais on parle aussi de concepts. Et j'en ai vu deux dans ce concept de la relation, c'est la temporalité. Déjà, du temps d'Hippocrate, Hippocrate parlait du temps comme un allié de la maladie. Ça a été repris par un philosophe, Georges Canguilhem, en 1966, qui parle de la polarité dynamique du patient. Il faut suivre sa durée et son rythme. Autre concept qu'il m'importe de vous présenter, c'est le concept tout simplement de confiance entre le pharmacien et entre le patient usager du système de santé et le pharmacien. On sait que dans cette confiance, il y a des composantes rationnelles et irrationnelles. Et là, tout l'enjeu est de savoir si finalement la confiance est de même nature et de même intensité lorsqu'un patient arrive à la pharmacie avec uniquement pour mission d'avoir ses médicaments dans le cadre d'une dispensation, ou bien au contraire avec toute cette évolution des nouvelles missions dont la prescription fait partie. Alors, autre enjeu, c'est également l'enjeu qui concerne l'éthique interprofessionnelle. L'extension de ces missions vers la prescription ne se fait pas toujours sans heurts. On sait qu'on en a beaucoup parlé. On a parlé de certains collègues médecins ont parlé de médecine low cost avec l'extension de ces missions. Vous êtes organisé pour un certain nombre d'entre elles en coopération interprofessionnelle, en coopération en CPTS. C'est un partage de compétences par de nouvelles acquisitions et non pas un transfert, c'est une évolution des compétences qui fait que dans tous les cas, il va y avoir nécessité de respect entre les professions et pour vous et pour nous, de réaffirmer l'excellence de nos connaissances pour réaffirmer également toute votre légitimité. Et je crois qu'au niveau de la formation initiale et continue, bon nombre d'universités ont déjà pris la mesure et l'intensité de ces nouveaux enjeux en mettant en commun par des jeux de rôle interprofessionnels ou des cours en commun avec les autres professions toute cette connaissance de base, qu'elle soit scientifique ou sur la communication. Alors dans l'éthique interprofessionnelle, même si ces nouvelles missions vous incombent, eh bien, il y a un devoir d'information rétroactive des professionnels, que ce devoir soit obligatoire ou pas, avec des règles d'accessibilité et de confidentialité des données que vous connaissez bien et que vous maniez au quotidien à l'officine, avec l'accord du patient usager du système de santé, que la communication soit transférée aux professionnels de manière écrite, orale ou dématérialisée,
avec tous les outils également que vous avez dans votre quotidien et dont vous allez reparler dans les ateliers avec le Ségur du numérique dans l'après-midi. Le DP, le DMP, l'espace santé. Troisième enjeu, l'éthique de la formation initiale et continue. Et pour moi, il est aussi important que cette formation s'attache à toute l'expertise scientifique qui fait que nous sommes des professionnels de la discipline, de cette discipline en santé, mais également sur les aspects de la communication, de la manière de transmettre l'information aux patients usagers du système de santé selon un mode approprié. Le pharmacien donc a toute la légitimité pour faire passer les données pertinentes et validées par les agences, les institutions, le CESPharm. D'autant que on va y arriver. Nous vivons dans un marché de la désinformation, de la surinformation, avec des frontières qui sont la plupart du temps brouillées, que le patient brouillé pour nous tous en fait, mais notamment pour les patients qui arrivent avec leurs opinions. Et comme le rappelle l'avis 137 sur les enjeux en santé publique du CCNE, eh bien, je pense qu'il est important de bien noter qu'il y a un principe de complexité du fait de ces discours totalement contradictoires et changeants. Et à ce principe de complexité, il faut lui opposer un principe de clarté, d'autant que tous les patients n'arrivent pas avec les mêmes connaissances à l'officine. Quatrième enjeu, c'est l'enjeu qui fait que vous managez, conduisez une entreprise privée, vous vendez ce bien en santé bien particulier. Par construction et structure, votre commerce est privé, vous vendez un bien. Est-ce que les intérêts est-ce que vos intérêts peuvent entrer ou pas? C'est une question que j'ai. Est-ce qu'ils peuvent entrer ou pas avec ceux du patient usager du système de santé? Alors nous savons que notre code de déontologie est très très encadrant, que les nouvelles missions que vous avez apportées sont très bien accueillies, mais est-ce que parfois, par manque de temps, lourdeur administrative, rémunération faible ou tardive, eh bien, vous ne vous posez pas la question dans le cadre d'un choix d'un produit à prescrire ou à dispenser, est-ce que les intérêts du patient vont prévalent ou sont-ils en conflit avec les intérêts du pharmacien? Est-ce que lorsqu'il y a des missions à proposer à l'officine et à organiser, est-ce qu'elles sont viables économiquement? Autant, c'est des questions que j'ai imaginées que vous pouviez avoir, et en discutant avec certains collègues me le confirmaient. Si ces situations se confirmaient, je pense qu'il est important d'avoir en tête que la perception que l'on a soi-même de la situation, d'une tension éventuellement éthique, on peut la partager avec d'autres et recueillir la perception qu'a l'autre, que ce soit un collègue à l'officine ou bien celle des autres, en imaginant ce que pourrait être la perception d'une patientèle. Le rôle important des discussions et des échanges dans le cadre d'un management de cette entreprise qui est l'officine, pour faire toute la transparence de situation, je pense, est majeur. Dans la dernière partie, je voudrais vous parler de l'exemple de la vaccination. Combien de temps il me reste? Plus grand-chose. D'accord. Bon, dans la dernière partie, je vais vous reprendre l'exemple de la vaccination dont nous avons beaucoup parlé, pour lequel l'Académie de pharmacie, avec notre commission éthique, donc, a rédigé un rapport qui a été diffusé en 2020. Et je pense que c'est vraiment un bel exemple d'éthique et de santé publique. Alors, nul n'est besoin de rappeler avec la crise que nous avons vécue à quel point la vaccination est un enjeu à la fois individuel et un enjeu collectif. Je vous disais que dans l'éthique, il était important de prendre en compte le contexte. Et là, avec cet exemple, le contexte de l'hésitation vaccinale, on va voir pourquoi, est à identifier. Le contexte de la spécificité anxiogène du vaccin, du fait de cas historiques, est à identifier. Dans le contexte, il y a également à prendre l'influence des biais cognitifs, nous allons le revoir. C'est également un exemple où on voit qu'on peut avoir les uns et les autres, ou bien entre scientifiques et patientèle, une hiérarchisation des niveaux de valeur qui n'est pas le même. On sait que
nous savons tous que le vaccin a une valeur salvatrice, mais est-ce que cette valeur salvatrice est identifiée de la même manière par un patient qui arriverait à l'officine et qui n'a pas forcément envie de se faire vacciner? Il peut avoir mis au premier rang de ces valeurs, par exemple, la profitabilité de l'industrie pharmaceutique ou bien la méfiance envers les politiques ou d'autres valeurs. Reconnaître des situations où existent ces tensions, c'est justement éviter de permettre de ne pas agir par trop grand excès de précaution qui ferait qu'on négligerait une prévention et que, de ce fait, on agirait par un immobilisme qui peut être tout à fait préjudiciable à la santé publique. Alors, je vous disais que les biais cognitifs, la psychologie cognitive, ont un rôle à partir du moment où on a identifié qu'elle existe. On comprend mieux qu'il puisse y avoir des tensions éthiques et une hésitation à se faire vacciner. Et là, je dirais que tout tourne autour des risques perçus et réels des uns et des autres. On peut avoir une perception du rapport bénéfice-risque d'un vaccin différent d'un sujet à l'autre. Et bien souvent, ce sont à nouveau les médias, les réseaux sociaux, la désinformation qui nous font arriver à ce résultat, car un cas individuel, par exemple, d'une personne chez laquelle il adviendrait un effet indésirable très grave ou bien un décès, deviendrait, et vous le vivez au quotidien en écoutant les radios, créerait une émotion, surinvestit lequel cas devient la norme, et cette norme arrive avec le patient à l'officine et arrive naturellement dans la discussion. Également, ne pas confondre, deuxième biais cognitif, un risque avec un autre risque. Et là, je pense au cas de la vaccination par l'hépatite B dans les années 2000, où il y a eu des effets secondaires avec ces arrivées de sclérose en plaques chez ces jeunes collégiens, lycéens, qui font qu'il y a eu une interruption de la vaccination de masse dans cette population, et par excès de principe de précaution, alors qu'au niveau scientifique, rien n'était suffisamment expertisé. Et la situation a mené ici à un immobilisme totalement exagéré par surinterprétation des risques. Et troisième cas de figure dans ces risques, c'est l'invisibilisation des bénéfices, car souvent l'être humain perçoit qu'un décès lié au vaccin est perçu comme beaucoup plus grave qu'un décès lié à la maladie, et par le simple fait qu'il est plus sensible aux conséquences d'une action, l'action qui est de se faire vacciner, que de son inaction, qui serait de tout simplement ne pas s'être vacciné. Ceci nous mène à des questionnements. Quelle pédagogie et sensibilisation pour vraiment bien interpréter la réalité des statistiques? Quelle responsabilité pour une acceptation raisonnable de ces risques en mettant en jeu une précaution raisonnée? Alors, l'engagement éthique du pharmacien, maintenant qu'il y a dispensation et prescription, je sais que ce n'est pas valable pour tous les vaccins, pour vous, l'enjeu, c'est de décider de prescrire ou pas, en dehors de la dispensation et de l'acte vaccinal en lui-même, c'est prescrire ou pas. Et là, votre positionnement au nom des principes de bienfaisance et de non-malfaisance, et bien sûr de prise en compte de l'autonomie de la personne demandeuse, et sont en première ligne. Dans l'acte de dispensation, eh bien, la troisième étape, qui est l'étape d'information, nécessite une attitude éthique avec forcément une fiabilité des informations et une confiance entre les partenaires, entre le patient qui arrive avec son questionnement et puis vous-même. Mais également, il y en a certains qui arrivent avec des demandes d'alternatives à la vaccination. Savoir repérer que doutes, incertitudes, craintes, croyances, capital culturel, etc. Fondent ou pas la demande du patient qui arrive à l'officine est important. Et puis également, dans une attitude éthique, c'est savoir ne pas savoir, communiquer sur les lacunes de l'information. Je pense que ça, c'est important. On n'est pas en mesure d'avoir toute l'information immédiatement, et reconnaître qu'on ne sait pas ou qu'au moment donné, on ne sait pas, est important. Le geste vaccinal, alors c'est une mission à l'initiative du pharmacien, et là, il peut y avoir également un enjeu éthique, une tension dans tout ce qui va être pour vous d'organiser, et c'est valable pour toutes ces nouvelles missions, d'organiser à l'officine toute cette vaccination. Ça nécessite formation, organisation,
critères matériels, un rapport à mettre en place, un rapport avec d'autres professionnels, et souvent, vous êtes dans la brièveté des délais d'exécution, d'autant plus que c'est un acte qui nécessite une vigilance accrue. Alors, également, dans l'éthique, on dit que le droit permet, mais ne contraint pas, et que néanmoins, la responsabilité éthique du titulaire réaffirme l'engagement sociétal et que par cet engagement en santé publique, eh bien, vous participez pleinement à ce principe de solidarité. Alors, je ne vais peut-être pas avoir le temps là, de parler, ça sera peut-être plutôt les questions, on va faire la conclusion. Alors, aujourd'hui, vous êtes pharmacien avec vos nouvelles missions de prescription dans des domaines bien spécifiques encore, la vaccination, des dispensations protocolisées, encadrées. Je pense que nous allons avoir la chance d'avoir la vision d'un pharmacien du Royaume-Uni qui va nous parler de la prescription encore plus indépendante. Demain, nous parlerons peut-être officiellement dans les textes de déprescription, de la prescription d'examen de laboratoire, comme c'est le cas au Canada, encore plus de prévention. Néanmoins, c'est ce que j'ai essayé de vous faire passer comme message. Dans les enjeux éthiques, il faut prendre en compte la diversité des acteurs, le contexte, on a vu avec cet exemple de la vaccination, la conjoncture. La conjoncture actuelle, c'est la gestion des inégalités en soins. 2 principes éthiques guident absolument nos comportements, ce sont ceux de principes de justice sociale avec accès au système de soins pour tous. Et une autre notion dont je n'ai pas parlé, mais qui également que vous vivez au quotidien, donc c'est le principe du respect des personnes soignées, mais aussi des personnes qui soignent. Car dans la réflexion éthique que vous avez à l'officine, je pense qu'il est important, et c'est pour ça que je parlais de transparence des situations, de parler de vos professionnels et de vos équipes, et qu'il peut y avoir des tensions générées par tout simplement l'organisation et le management à l'officine. Et le CCNE ne se privait pas de cette analyse dans son avis 140. Autre élément, l'éthique est vraiment au cœur des préoccupations de tout professionnel. Je pense qu'il faut que nous développions une culture de l'éthique avec notre questionnement. Ça ne doit pas rester dans les comités dédiés. Questionner nos principes, nos valeurs, nous en avons parlé, des normes, des finalités et des conséquences. Nous avons insuffisamment parlé, puisque le temps est bref, nous sommes dans des généralités, mais les finalités, que voulons-nous dans cette situation? Quelles sont les conséquences que nous prévoyons? Orienter cette réflexion éthique vers le patient et bien sûr les pratiques professionnelles. Et je reprendrai la terminologie du professeur Jean-François Delfrécy lorsqu'il a fêté les 40 ans du CCNE dernièrement. Il parle d'éthique dans la cité, ne pas cantonner l'éthique aux seules réflexions abstraites. Et je voudrais remercier tout le travail réalisé par les espaces éthiques régionaux, notamment ici celui avec lequel je mène des réflexions, avec lequel je me suis formée, celui de l'Île-de-France, qui font un travail absolument extraordinaire de partage d'enjeux éthiques, pas que en santé, mais sur tous les problèmes de société, et sans nommer celui sur la fin de vie que nous vivons à l'heure actuelle. Voilà, pour terminer, eh bien, je pense que la citation de Paul Ricoeur est encore très d'actualité. Vouloir une vie bonne avec et pour les autres et dans des institutions justes. Je vous remercie pour votre attention.